Bonjour, bonjour. Bonjour. Tu sais qu'il y a un auditeur qui a réagi sur le dernier constat ordre hiérarchique bis sur les castes. Tu veux que je te lise ce qu'il a mis? Bien sûr. Alors, il met ce qui est dénommé par le terme caste en Occident se nomme Varna en sanskrit. Sauf que, traditionnellement, Varna ne signifie pas caste, mais couleur, également nature. Mais nous allons voir que cette dernière notion de couleur n'est pas vraiment anodine. Bhagavan Sri Krishna dit dans la Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 13, je cite, « J'ai créé les 4 divisions de la société, Chatur Varna, en fonction des 3 gunas et des actes correspondants. À la base, ce que les textes védiques désignent par Varna, donc, n'est pas une fonction sociale, mais une disposition naturelle inhérente à chaque être humain. » À un moment, je t'avais demandé, tu te rappelles, qu'est-ce qui détermine la proximité par rapport au centre, au divin? Est-ce que c'est la sagesse? Il répond, la réponse est le karma et les gunas, c'est-à-dire respectivement la loi de la causalité et les 3 modes de la matérialité. En fonction des actes passés et du karma engendré, la matérialité, prakriti, façonne l'être en lui attribuant une proportion particulière de chacun de ces 3 gunas, sattva, raja et tama. C'est là que la notion de couleur, varna, prend tout son sens. Sattva est symboliquement associé à la couleur blanche, raja est rouge et tama est noir. Tout être vivant est composé de ces 3 gunas avec à chaque fois une couleur prédominante. Les humains qui ont une prédominance de sattva, de blanc, sont des brahmanes. Ceux qui ont une prédominance de raja, rouge, sont des kshatriyas. Ceux qui ont une prédominance de raja et tama, rouge et noir, sont des vaishyas. Et enfin, ceux qui ont une prédominance de tama, noir, sont des shudras. Ces prédominances à la naissance, selon les actes accomplis lors des existences antérieures, peuvent évoluer dans un sens ascendant comme dans un sens descendant. Il y a de nombreux exemples dans les textes védiques. Selon ces prédominances donc, la société traditionnelle va permettre, via des fonctions sociales adéquates, à l'individu d'exprimer pleinement ses qualités, sa couleur propre, et ainsi évoluer spirituellement vers le divin. Voilà. Intéressant. Ah oui, c'est tout à fait ça, c'est sûr. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'ici en Occident, il n'y a pas si vieux de ça, il y avait ce qu'on tenait compte d'une manière catégorique, c'est des vocations. Et les vocations, c'est ce qui correspond, disons, c'est une correspondance avec les castes. Chacun naît avec une vocation. On ne vient pas au monde pour faire n'importe quoi. On vient au monde avec une vocation. Actuellement, on n'en tient plus compte parce qu'on n'a plus besoin, on n'a plus besoin de personnages qualifiés, on a besoin d'esclaves qui font plus des travaux, vraiment du travail, mais qui font de la manutention, qui font c'est plus rien par rapport à un métier. Il n'y a rien de complet. C'est une fonction. C'est une fonction. On peut pas dire que de s'occuper d'informatique, etc. Ça peut être compliqué, tout ce qu'on veut, mais ça reste on devient l'arbre d'une machine, d'un système, mais on n'a plus un métier. Voilà. Mais il n'y a pas si longtemps, on tenait compte de ça, et on retrouvait ça inévitablement dans le compagnonnage. C'était un personnage qui faisait tel ou tel travail. C'était pas parce qu'il y avait du boulot dans ce travail-là, c'est qu'il était fait pour ça.
comme un musicien était musicien parce qu'il est fait pour ça, et même en écrivant. Et il s'écrivait des tas de belles choses, peu de crétinerie. Actuellement, on est envahi par les bouquins, mais franchement parler. Alors après, indépendamment donc de ce phénomène en question de vocation, après il y a des personnages plus ou moins qualifiés. Parce que tu peux être fait pour travailler quelque chose, mais tu es plus ou moins virtuose dans le travail en question. C'est encore un autre aspect des choses. Alors c'est là qu'il y a eu ça a périclité, passablement pendant un bon moment, ce qui a fait disparaître à un moment donné, parce que quelqu'un qui rentrait dans les ordres pour devenir prêtre ou comme ça, c'était par vocation. Ouais. Il faisait pas ça par sentiment, par je sais pas quoi. Il était fait pour ça. Il était fait pour ça. Ouais. Voilà. Le problème, c'est qu'actuellement, on repère pas cela dès l'enfance. Donc, on aiguille les gamins vers des voies qui leur correspondent pas forcément, pour des raisons, alors, soit économiques, soit de velléité des parents ou de je ne sais quoi. Et ce qui fait que les gens sont complètement à côté de la plaque par rapport à ce qu'ils devraient être. Voilà. D'autant plus que les conditions actuelles de travail, etc., ne facilitent pas justement cela. Voilà. Puis pendant longtemps, les gens naissaient dans des familles ça correspondait à... Par exemple, un brahman, il naissait chez les brahmanes. Il n'y avait pas des mélanges de castes. Ce qui veut dire qu'à partir de là, les choses se règlent d'elles-mêmes. Tu vois ? Et dans les métiers, ici, c'était comme ça. Le fils, il prenait le métier de son père. C'était pas parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. C'est parce que c'était son métier aussi. Alors, l'auditeur a réagi justement au fait qu'il avait été répondu qu'il n'y a pas si longtemps en Occident on tenait compte des vocations. Actuellement, n'importe qui fait n'importe quoi. Mais d'où les divers déséquilibres observables chez les individus lorsqu'on ne peut plus exprimer pleinement sa propre nature, sa nature propre, et la mettre au service des autres à travers une tâche appropriée. La disharmonie apparaît pour l'individu en question et pour son entourage. C'est l'ordre naturel des choses. Bien sûr. Moi, je dirais plutôt, je dirais aussi, c'est le désordre naturel des choses. Oui, vu par certains bouts, c'est sûr. Et il y avait dans chaque contrée un personnage qui était qualifié. Moi, mon père avait ça comme possibilité. C'est-à-dire, quand il voit un enfant, tout jeune, dans le berceau, il connaît sa vocation. Ouais. Il le reconnaît sur lui, elle est marquée sur lui. C'est pas le fruit d'un hasard quelconque, c'est marqué sur lui. Oui, mais encore faut-il avoir les bonnes lunettes pour le voir, quoi. C'est ça le problème. Non, pas tout le monde qui pouvait le voir. Mais il y a un personnage qui venait vers la maman lui dire voilà, tu as mis au monde tel et tel. Voilà. Oui, mais est-ce qu'il existe encore des personnages comme ça? Je sais pas. Avoir le discernement pour ça, c'est pas évident. Je sais que mon père avait cette disposition, mais je sais pas du tout. Alors. Je sais pas du tout s'il reste où et où d'ailleurs, je sais pas. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mettre un enfant dans les conditions optimales pour le laisser aller vers ce qui alors c'est sa sensibilité qui déterminerait son choix. C'est encore une histoire du monde. Ça se faisait la sensibilité, non, c'est pas l'enfant qui choisit, c'est pas un choix comme on l'entend aujourd'hui. Il est né avec cette vocation, il a cette disposition. Il n'en a pas une autre, il a celle-là. À présent, évidemment, un homme, il est capable de bricoler dans tous les domaines, plus ou moins bien, ça dépend, etc. De s'y intéresser, même de trouver intéressant. Mais chacun est fait pour quelque chose de bien précis. De la même manière on a des dispositions, on peut être bricoleur ou pas l'être, on peut avoir la fibre pour être musicien ou pas. C'est de cela qu'il s'agit, j'imagine. Disons, le bricoleur, c'est un autre système, mais je veux dire, la vocation, c'est carrément quelque chose, un vrai métier. Oui, mais c'est avoir des musiciens, où tu es né pour travailler le bois, pour être sculpteur, pour être
je ne sais pas, ou rentrer dans les ordres, etc., ou être guerrier. Un guerrier, les guerriers, c'était des guerriers. On n'envoyait pas tout le monde au casse-tête. Oui, mais justement, c'est avoir une disposition pour ça. C'est non seulement une disposition, c'est que tu es fait pour ça. Ouais. Voilà. Tu es constitué pour ça. C'est pas la raison pour laquelle ça se voit sur un poupon qui est dans son berceau. Comment on verrait comment? Alors, si c'est aussi, comment dire, intangible comme loi, j'imagine alors la contrariété que ça induit chez les êtres humains de justement d'être dans des voies complètement autres. Ouais, actuellement, en plus de ça, comment faire pour retomber? Il y a toujours, comme il n'y a pas d'absolu, sinon l'absolu en tant que tel, il y a toujours des personnages qui vont tomber droit dessus. Mais je veux dire, d'une façon générale, comment est-ce qu'on fait? Alors, je ne sais pas, parce qu'un gamin ou un jeune personnage à 14-15 ans, il veut faire ça, il veut faire ça. Ça ne veut pas dire que c'est sa vocation. Ça veut dire que pourquoi il veut faire ça. Il peut être influencé par mille raisons. Ouais. Donc c'est très difficile de retomber sur la vocation. Ouais. Tandis que là, le personnage qui indiquait cette vocation à la maman, et elle, son petit, quand il avait 1 année et 2 ans, qui se promène dans l'herbe à 4 pattes ou qui commence à se tenir debout, et si elle le laisse quelque part, elle ne le laisse pas vers d'autres personnages que ceux qui correspondent à sa vocation. Donc s'il est né musicien, elle le met près des musiciens qui sont en train de jouer, puis lui il joue toute la journée, il est vers les musiciens. Tu vois, il s'imprègne tout de suite il rentre il est comme un poisson dans l'eau. Oui, c'est une formation subtile dès le plus jeune âge. Ah, bien sûr. Bien sûr, il baigne là-dedans. Il baigne pas, je sais pas où. Ça marchait comme ça, hein. Après, ça a périclité gentiment, de fil en aiguille, puis comme c'est exponentiel, voilà où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire c'est le Capernaum total. C'est-à-dire qu'avant, les gens travaillaient, entre guillemets, pour Dieu, alors qu'aujourd'hui, on travaille pour une machine, pour un système, et pour une économie. Voilà, mais même sans être conscient qu'on travaille pour Dieu, un homme de métier, il travaillait pour ce métier et il voulait le faire le mieux possible. Et puis donc, c'était effectivement dans la règle de faire le mieux possible les choses, parce que tu es toujours sous le regard de Dieu, et c'est dans le compagnonnage, c'est ça. Un métier, c'est une voie. C'est pas n'importe quoi. Voilà. Donc, un homme, il se réalise dans son travail. Alors, j'ai envie de poser une question un peu subversive. Qu'est-ce que ça apporte à Dieu que tout le monde soit dans les clous? Il faut lui demander. C'est le seul qui va pouvoir répondre comme il faut. En tout cas, voilà ce qui se passait et ce qui s'est passé pendant tout le temps, pendant longtemps. Ça a commencé à dégringoler gentiment, et je te dis, de dégringolade en dégringolade, on en est arrivé, on en est. Alors peut-être que de toute manière, rien de ce que l'on peut faire n'a un impact sur Dieu de toute manière, puisque Dieu est au-delà de tout cela, mais je pense que c'est plutôt pour nous que ça a un impact, c'est-à-dire qu'on est exactement là où on doit être pour pouvoir se réaliser et retourner au principe, c'est-à-dire à Dieu. Et faire ce pourquoi Dieu nous a amenés sur terre. Donc on lui obéit en faisant ça. En accomplissant des choses par rapport à notre vocation, on obéit à Dieu déjà. On commence par là. Donc on est bien dans ce qu'on fait, parce qu'on est fait pour ça. Et de ce fait-là, en même temps, on obéit à Dieu. On est dans une soumission. Donc on commence déjà à lui faire plaisir à ce moment-là. C'est déjà pas mal. Disons qu'on est soumis à son ordre. Oui, mais cet ordre, c'est pas une soumission. Donc actuellement, c'est difficile de parler de soumission, d'ordre, de... Oui, parce que ça a été tellement galvaudé qu'on voit le côté négatif de la soumission. On le voit, on le sent inévitablement. On est dans une injustice perpétuelle qui se produit. Ce qui veut dire, quand tu parles de soumission de ci, de là, c'est la révolte. Oui. Inévitable. Alors que être dans la soumission par rapport au principe divin, par rapport à Dieu,
c'est être tout simplement dans l'ordre des choses. Voilà, c'est être au mieux. C'est être comme un arbre qui est piqué dans un terreau, qui lui convient parfaitement dans un climat qui est exactement celui qu'il faut. Il va pouvoir donner les plus beaux fruits. Voilà ce que c'est. Comment c'est pas n'importe quoi. Alors comme ça a périclité, puis qu'après il y avait des soubresauts. Je te dis, ce qui a duré le plus longtemps, c'est les compagnons. Moi j'en ai connu, gamins, des vieux, qui étaient, j'en ai déjà parlé, qui avaient encore ce sens-là, et qui n'avaient pas fait leur métier parce qu'il y avait de la demande, ou je sais pas quelle connerie, comme on le fait actuellement, puis depuis pas mal de temps. On forme dans les écoles des personnages de tel ordre. Pourquoi? Parce que ça correspond à la demande dans l'industrie. Ça, c'est la pire des choses qui pouvaient arriver à l'homme. Eh bien, on en est là. Alors, par contre, cette soumission, elle dérange personne. C'est un peu... C'est dire n'importe quoi, parce que tout le monde est plus ou moins malheureux dans ce système. Hein. Mais par contre, les gens l'acceptent et ne voient pas qu'il y a soumission là, par contre. Oui, sûrement l'homme, il a des possibilités d'adaptation qui vont très loin. Hein. Il peut plonger. Il n'y a qu'à voir les ivrognes, il n'y a qu'à voir les dopés. Ils y vont, tout va bien jusqu'à que d'un coup, s'aperçoivent qu'il y a un gros sac de neuf, c'est trop tard, quoi. Il y a toujours quelque chose qui t'attire, qui te fait aller dans le trou où il faudrait surtout pas toucher. Ça fait partie du jeu. Ouais. Alors là, on avait des hommes. C'était ça, un compagnon, c'était ça, un homme libre. Parce que quelqu'un avait des sous, avait de l'argent, puis il lui demandait, tu me prends une maison, puis je veux ça, je la veux comme ci, je la veux comme... Lui, il lui prend une maison, il lui décide une maison, puis il respecte des règles, puis si le type, il veut pas ces règles, eh ben il va voir ailleurs. En fait, être libre, c'est être soumis, tout simplement. Et bien sûr. Mais simplement, ça paraît paradoxal, mais si on réfléchit bien, être soumis à sa vraie valeur, c'est ça, être libre. Ouais. Alors, va expliquer ça aux gens actuellement. Il y en a quand même qui sont capables de comprendre. D'ailleurs, tu vois celui qui a fait le commentaire, là. Lui, il a quand même compris quelque chose. Hein. Oui, mais non, mais il y a plein de... Même s'il n'y en avait qu'un seul, c'est déjà ça, tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, il y a peu de monde qui comprennent ça. Ils n'ont déjà pas été acclimatés à entendre ça, à comprendre ça, à chercher à comprendre. Ça, c'est l'école qu'on va s'apprendre ça. Ben non. Quand mon père me disait l'école, c'est pour apprendre à ignorer, j'ai compris ce que ça voulait dire. Plus tu vas à l'école, plus tu es ignorant dans la réalité. À présent, tu peux te spécialiser pour faire partie des esclaves, même de la machine. Ça, c'est possible, bien sûr. Mais être un homme libre, tu ne te rends pas libre avec les études universitaires, c'est pas vrai. Tu t'enfermes. Ouais. D'ailleurs, pour voir ça, il suffit d'aller voir un vieux professeur de philo à la retraite. Tu verras un peu ce que ça donne. Comment? Ouais. Je te dis, c'est devenu... C'est le monde à l'envers. Et puis voilà, c'est comme ça. Puis ça a démarré il y a longtemps, mais je te dis, ça a périclité gentiment. Alors, pour renverser la vapeur, malgré que ce soit difficile, hein, parce que ça veut dire se mettre à dos toute une histoire, là, c'est compliqué, hein. Mais je ne vois pas comment on peut renverser. Oui, justement, mais qu'est-ce qu'on peut faire à son propre niveau, là? Ben, le savoir, déjà. Oui, le savoir, t'as un gamin, tu fais quoi? Ben, tu essaies de faire au mieux, puis voilà. On peut pas faire plus, quoi. Ouais. Non, on peut pas faire plus. Et le problème, c'est que le gamin est un gamin, donc il va à l'école, donc on le conditionne, donc on lui fait rentrer
de manière subliminale des tas d'informations, on lui fait s'exciter sur un truc ou un autre, il sait même pas pourquoi il a envie de ci, de ça, il en sait rien, mais il en veut parce que c'est parce que tout le monde en veut. un monde libre, etc. Il y a qu'à la mode. Il y a qu'à la mode. Les gens s'habillaient bien avec des beaux habits, etc. Ils ont tout lâché pour se trimballer avec des chiffons, avec des sacs de patates, là, et puis qui sont dangereux parce que des teintes chimiques qui sont dangereux à porter sur soi, et machin, parce que c'est marqué dessus une marque ou une autre. Alors il faut sortir avec ça, il faut aller à l'école avec ça, il faut se montrer avec ça. Quand tu en arrives à ça, qu'est-ce que tu veux faire pour établir un équilibre? En parlant de ça, je fais une petite parenthèse. Les vêtements couleur noire sont hyper dangereux. Bien sûr. Surtout quand ils déteignent pas, parce qu'ils ont mis un fixateur qui est hyper cancérigène. Et il faut absolument pas, ces vêtements-là, les porter au niveau de la glande, là, tu sais, thyroïdienne, parce que ça fait rentrer dans tout le système lymphatique ces fixateurs, ces poisons, et c'est hyper dangereux, quoi. Et quand tu vois que la plupart des gens, des jeunes, s'habillent en noir, parce qu'en plus le noir, ils l'utilisent énormément dans l'industrie parce que c'est la couleur la moins chère, donc ils ont créé une mode de noir pour pouvoir balancer cette couleur sur le marché. Voilà, je voulais donner cette information. Et puis une autre qui n'a rien à voir mais qui est intéressante. Les écrans ordinateurs fatiguent énormément les yeux parce qu'il y a une lumière bleue qu'on ne voit pas. Et pour contrecarrer cela, il faut mettre des lunettes jaunes. Voilà. D'accord. Parce que le jaune, c'est la couleur complémentaire. Je voulais dire ça parce que je m'étais intéressé un peu. Voilà, c'était une petite parenthèse. Mais revenons à nos moutons. Oui, je donnerai encore juste quelque chose concernant les couleurs, etc., concernant l'industrie. Ils le savent très bien, ceux qui manipulent ça. Je veux dire, pas ceux qui manipulent, non, mais ceux qui bénéficient, disons, qui retirent les marrons du feu, ils le savent. Ça se tenait même au niveau politique, parce que il y a des containers d'habits de marque, mais qui arrivent dans des ports, les douaniers n'ont pas le droit de les ouvrir, ces containers. Et ils sont obligés de mettre comment on appelle ça, là, ce qu'on met là devant le nez, là, comme à l'époque de la guerre. Oui, des masques à gaz. Des masques, pour pouvoir sortir ces matériaux, parce que en plus, quand ils sont trimballés contre la moisissure, ils mettent des gaz hyper chimiques. Voilà, donc ils n'ont pas le droit d'ouvrir ces containers à cause de ça. Ouais. Ensuite de ça, ces containers arrivent chez le grossiste. Là, il y a des esclaves qui sont payés au SMIC ou un peu plus. Il y a le contremaître, il y a tout le monde est là. Et eux, ils mettent ça dans les rayons. Eux, ils mettent sans masque, sans rien et sans savoir. Sans rien, et sans le savoir, ouais. Etc. Ensuite de ça part chez lui. Dans les magasins, après il y a la vendeuse, il y a ci, il y a là, mais celui qui tire les marrons du feu, lui, il est ailleurs. Et c'est toujours comme ça que ça se produit. C'est pas lui qui les triture, il les touche jamais, il les a jamais dans les mains, puis il n'en pense même pas sur lui. Ah ben non, surtout pas. Bon, voilà. Alors on est loin du compagnonnage, on est loin des vocations, on est tellement loin qu'il n'y a même plus de commune mesure. Oui, une petite, puisqu'on est dans les couleurs, encore un truc, les couleurs les plus nocives sont le bleu et le vert. Et surtout ne rien manger de couleur bleu, parce que le bleu c'est hyper cancérigène. Quand vous voyez une glace de couleur bleue ou des bonbons de couleur bleue, surtout ne pas toucher, c'est hyper cancérigène. Voilà. Enfin, je dis ça parce que j'ai été en contact avec quelqu'un qui a une connaissance justement dans toutes les couleurs et qui fait des couleurs naturelles, végétales, et elle m'expliquait tout ça, et c'est impressionnant, quoi, parce que quand tu vois comment l'impact des couleurs chimiques sur la santé, et d'autant plus que ces couleurs, elles ont une vibration qui est mortifère, quoi, voilà. Alors que la vraie vibration naturelle faite à partir d'une plante nourrit
nourrit l'âme, nourrit le corps, etc. Tu vois, donc on est loin du compte. Et puis quand on nous dit qu'on va de mieux en mieux sur le point de vue de la protection, je regrette, mais moi j'ai travaillé dans l'atelier de mon père, j'ai beaucoup navigué parmi les artisans. Les produits dangereux, on était avec tout ce qu'il fallait pour faire attention, avec des gants, avec ci, avec là. Puis les produits dangereux, c'était rien comme danger à côté de ce qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Rien du tout. Des décapants comme de l'ammoniac et des choses comme ça, bon, c'est pas, évidemment que c'est pas à consommer, mais je veux dire, tu pouvais en toucher, en avoir sur les mains, tu risquais pas, je sais pas quoi. Bah, quand tu vois au Maroc le traitement du cuir par les Marocains qui travaillent, ils sont plongés là-dedans dans des teintures archi-chimiques et tout, on leur signale même pas que c'est dangereux et tout, c'est une honte. Voilà, puis pour en venir de nouveau à l'époque des ateliers d'ébénisterie, là, il y avait des personnages qui fabriquaient des produits pour des lacs, pour les meubles. C'était tous des bons produits. Et c'était à celui qui faisait le meilleur. J'entends, c'était pas n'importe quoi, puis c'était des petits artisans. Ils fabriquaient ça, ils avaient trouvé la formule juste pour que le produit soit pratique et facile à travailler, et puis qui donnait un très bon résultat. Mais c'est des produits qui étaient dedans, il n'y avait rien qui était dangereux. Ouais. Enfin bref, si on va vers cette direction, on est là jusqu'à la fin de nos jours à discuter de tout ça. Non, mais c'est pour dire simplement qu'à partir du moment où on ne tient plus compte de ce que l'homme, des vocations, qu'on ne tient plus compte des cadres, qu'on ne tient plus compte de rien de tout ça, donc on ne s'occupe pas. Ça veut dire qu'on ne tient plus compte de pourquoi l'homme est venu sur Terre, à quelque part. Oui, ça veut dire qu'à partir de là, on perd ses racines, on ne sait plus la question, qu'est-ce que l'homme, quel est son rôle dans l'ensemble de la nature. Il n'y a plus personne qui peut répondre à ça. Et puis à ne plus satisfaire Dieu et à satisfaire plutôt un système et une économie, ben on tombe vers des déviations comme ça, vers tout un monde complètement taré qui... Voilà. Dans l'aiguille, ce qui satisfait, c'est que l'homme est devenu simplement une espèce de... C'est un esclave, il s'est rendu esclave, et puis tout le monde l'est, y compris celui qui tient la grosse monnaie, il est esclave de sa fortune, comme un ivrogne est esclave de l'alcool. Alors on ne veut pas être soumis à un ordre divin, mais on est totalement esclave à tout ça, quoi, à tout ce système. Voilà. Parce que la soumission à l'ordre divin, c'était pour l'éviter d'être esclave, justement. Oui, tout à fait. Et on te fait croire que la vraie liberté, c'est écouter tes envies, ce que tu ressens, ce que tu as besoin, tout ce que tu penses. Voilà, écouter tout ça pour te rendre encore plus esclave, et on te manipule avec tout un tas de trucs subliminaux à travers la pub. Et voilà. Tout à fait. Et l'homme croit qu'il est libre parce que la femme, les féministes, elles croient qu'elles sont libres parce qu'elles peuvent fumer autant que les mecs, se mettre minables autant que les mecs. Bon, les mêmes saletés, etc. Oui, non, c'est ça. Et elles font encore pire d'ailleurs, parce que quand elles boivent, quand elles fument, c'est encore pire que les autres, parce que justement, ben voilà, il y a un zèle à vouloir montrer qu'on est tellement égal à l'homme, tu vois. Donc, pour en venir aux vocations, c'est vrai que l'Inde a conservé pendant beaucoup plus longtemps qu'ici cette disposition avec ses castes, et il a fallu l'envahissement de l'Occident pour tout détruire. Ah ben ça. C'est pas compliqué. Il y avait ce qu'on appelle en Inde des tisserands qui faisaient ce qu'on appelle le chalton. Oui, on en avait parlé. Voilà, mais j'y vais en reparler parce que ça vaut juste le coup, parce que ça rentre en plein dans le voir la nuance qu'il y a entre ce qui est arrivé depuis. Tu vois, ce chaltosa, donc, qui était fait avec un fil extrêmement fin, fait avec de la plume d'un oiseau, le duvet d'un oiseau qui laissait dans son nid, qui était récolté par des personnages qui allaient courater ses nids. Et ensuite de ça, il y avait des femmes qui faisaient du fil et des tisserandes qui dansaient et qui exécutaient une danse
Et dans l'exécution de cette danse, il fabriquait un châle. C'est le châle de Cachemire à son origine. Bon, ça donnait quelque chose, une merveille, qui est évidemment, pour en arriver à cette finesse, il a fallu donc des vocations, tu vois, une purification de tout. C'est-à-dire que les personnages en étaient arrivés avec les générations et les générations de tisserands, arrivés à une finesse inégalable, ni par une machine, ni par rien. Bon, gentiment, tu vois, les Anglais sont arrivés en Inde, ils ont donné du boulot. Là, ils ont trouvé du travail pour les gens qui n'en avaient pas. Ils leur ont fait faire des serpillères, ou je sais pas quelle connerie. Les types, évidemment, comme ils ne gagnaient pas d'argent, puis qu'ils étaient tout le temps avec le ventre creux, ils ont sauté là-dessus. Puis quand ils avaient fait une année de ça, tu ne refais plus un saltosa, c'est fini. Ouais. Tu ne peux plus revenir, tes mains elles sont foutues. Comment? Et si c'était que les mains. Et alors, tu vois, ça va très loin dans cet art de faire les choses en accord avec la nature. Tu vois, tu disais qu'ils allaient récupérer des plumes dans les nids. Tu fais aucun mal à l'animal. Tu récupères des plumes qui sont perdues. Bien sûr. Tu vas pas lui arracher ses plumes. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, l'homme est capable de tout, d'arracher la peau sur un animal vivant encore pour satisfaire une économie. Mais tu ne pouvais pas faire ça parce que ça veut dire que tu démarres tout faux déjà dans ton histoire. Comment veux-tu arriver juste? Tu peux pas commencer par massacrer des bestioles pour ramasser des plumes pour fabriquer un foulard. Non mais j'entends, on en est arrivé là, oui. À présent, moi je me souviens quand j'étais parti en Afrique, j'ai rencontré des lascars. En fait, ils tuaient des gazelles qui avaient des toutes petites cornes pour faire des bons peuplés. Eh ouais, tu te rends compte. Tu regardes les éléphants qui disparaissent. Oui, bon, bah, et puis les rhinocéros, c'est tout le temps, tout. Même les requins, coquins. Ouais. Ben, il faut en arriver là. Il a fallu que l'homme perde complètement pied sur sa raison d'être, donc sur sa vocation, déjà, prioritairement. Voilà, c'est pas compliqué. Ouais. C'est impossible. Donc il a fallu la mener à ça. Tu vois, un peu de désastre. C'est pour ça, quand tu me dis comment on peut faire pour établir l'équilibre, moi je ne sais pas. Je sais pas, je constate ça. Voilà, j'ai vu tout ça, j'ai pu... Ben oui, parce que quand tu sais tout ça, parce que tu disais déjà prendre conscience, mais que tu es obligé de te lever pour aller courir et satisfaire cette machine infernale, c'est pas facile, hein, de s'accrocher. Tu comprends ce que c'est, au bout d'un moment, tu fais plus du zèle, quoi. Oui, voilà. Ouais. Voilà. Bon. Tu cherches pas à faire du zèle. Voilà, c'est ça. Donc tu peux faire la même chose, c'est-à-dire avoir une position interne identique à celle qui est souhaitable, celle des gens d'avant, tout en faisant un boulot à la noix. C'est possible ça? Oui, mais après il y a des mesures. Tu peux suivre quel personnage, il peut pas être bouché ou je sais pas quoi. Tu comprends, de nouveau, c'est des castes qui étaient particulières, ces gens-là. Même en Afrique, les Migdam, ces gens, c'était à eux qu'étaient réservées ces tâches-là. Bon, voilà, d'accord. Mais ils sont soumis à une éthique qui les oblige quand même à essayer. Ils restent disciples de quelque chose de central. Mais ils sont tout en bas, tout là-bas, tout là-bas. Voilà. Mais j'entends actuellement, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus rien de central, il n'y a plus de centre. C'est le décentrage total. Ce qui veut dire que le type, il peut assouvir. Au contraire, il assouvit son vice. Ça devient sa qualité. Oui, oui. Il donne tout ce qu'il a comme disposition lui-même pour assouvir ce vice. Tu veux dire qu'un métier, un boulot, enfin un métier comme celui de boucher, c'est un sous-métier? Ah ben oui, c'est un sous-métier. Ça reste un métier à quelque part, mais je veux dire, dans le domaine des castes, c'est la caste la plus basse. Il paraît que celle des médecins est aussi la caste la plus basse. Oui, bien sûr. Pourquoi?
Pourquoi? Il faut étudier ça d'à peu près. Parce que normalement, le médecin est censé soigner l'homme. Quand il était en accord avec la nature et qu'il soignait avec les plantes et tout, c'est quand même, ça reste quand même mais tout doit être en accord avec la nature. Donc c'est pas une idéologie une caste. C'est pas une idéologie, c'est pas un sentiment. Non, mais entre un boucher qui tue un animal, je peux comprendre que ce soit une basse caste, et un homme qui soigne, qu'on le mette sur le même plan au niveau du système des castes, j'ai plus de mal à comprendre. Ben, pourtant, c'est pas très difficile à comprendre, mais il faut se pencher là-dessus, disons un peu plus profondément, pour voir où se situe justement cette histoire-là. Tu vois, un médecin, même un bon médecin, comme dans l'Inde, où il y avait des personnages exceptionnels. Je me rappelle d'un livre de Dame Gopal Mukherjee, où il avait dit à un que c'était un saint. Le médecin en question, il avait ri. Il avait éclaté de rire. Il savait très bien que être saint ou être saint, c'est autre chose. Non, mais sans être un saint, pourquoi un médecin est placé aussi bas? Par rapport au fait qu'il soigne le mal à celui-ci, il fait du bien à son voisin, à son prochain. Tout ça, c'est pas ça les considérations. C'est ce qui manipule, ce qui fait, dans quelle histoire est-ce qu'il est pour faire ça plutôt qu'autre chose? Et est-ce qu'il n'est pas dans quelque chose de plus élevé que d'aller triturer puis de brutaler des boyaux pour enlever le tumeur? Tu vois? Mais alors, ça veut dire que tu vas contre les desseins divins, c'est-à-dire que de Dieu, que de vouloir soigner, alors que peut-être que Dieu, que la maladie était, souhaitée par Dieu, la personne devait passer par cet état pour comprendre quelque chose en vue de se réaliser. Est-ce que le fait qu'un médecin vienne faire une espèce de magie, même si elle est blanche, pour contrer ça, est-ce que c'est ce qui fait qu'il se retrouve en bas de la caste, le médecin? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. De toute façon, même si tu es en bas de la caste, tu peux agir et accomplir les choses en but de plaire à Dieu et d'être en accord avec lui. Ouais. Toutes les classes sont faites pour ça. Alors, ça a à voir avec quoi, donc? Ça a à voir avec une qualification personnelle qui fait que tu as telle disposition, il y a ces couleurs dont il a été question, puis tu choisir la couleur où tu veux le mettre. Non, parce que être médecin, c'est pas forcément aller triturer des chairs, etc. Ça peut être aussi... Non, mais tout là-dedans, tu es quand même dans une disposition, je sais pas, moi, essaye de bien regarder, tu verras. Si tu mélanges là un sentiment, c'est tout. Et je comprends bien que ça se mélange, mais c'est pas là que ça se... Non, j'essaye de comprendre, juste. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient, qui fait du bien, quand c'est fait dans les règles de l'art, évidemment. Tu vois, quelqu'un qui fait de la médecine ayurvédique, un médecin de cette trempe, pourquoi est-il placé en bas de la caste? C'est tout. Mais le fait de faire partie d'une caste même basse, c'est pas faire du mal. C'est pas plus tu es dans une caste basse, plus tu fais du mal. Tu fais autre chose. Oui, mais c'est une histoire de proximité avec Dieu, hein, le fait d'être en haut ou en bas. De tenir compte des castes, de tenir compte des vocations et d'agir selon notre vocation, c'est ça, d'être à la proximité, d'être en accord avec sa volonté, déjà. Ensuite de ça, si tu es fait pour telle chose, tu n'es pas fait pour autre chose. Alors celui qui est fait pour ceci, il n'est pas fait pour cela. Donc il y en a un qui a un ordre hiérarchique là-dedans. Voilà. Oui, mais ça veut dire alors qu'il ne tient pas compte des desseins de Dieu, de soigner. Dieu ne veut pas qu'on aille dans ce sens-là. Ça n'a rien à voir. Je vois pas pourquoi un médecin, il faudrait qu'il fasse autre chose. Oh, quel honneur!
Puisqu'il est fait comme ça, et qu'il est destiné à être médecin, et que c'est sa vocation, pourquoi est-ce qu'il ferait autre chose? Non, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est pourquoi il ne serait pas situé plus haut dans le système des castes. C'est ça que je pose comme question. Je veux te dire, si tu dis ça, tu le comprendras, mais c'est trop long à donner. Je ne peux pas donner une explication. Il faut arriver à saisir ça. Tu comprends? Alors une explication, on peut en donner 1000, mais d'ici que ça comprenne, je vois bien que où ça chatouille. C'est une affaire sentimentale. Là. Ce que tu dis, on peut le comprendre, peut-être par le fait que actuellement, justement, un médecin, il est placé en haut de la caste. Ah oui, bien sûr. Mais moi, j'aimerais quand même comprendre pourquoi, dans le système des castes traditionnelles, il est placé en bas. J'ai toujours pas compris. Tu comprends pourquoi il est placé en haut. Tu comprendras pourquoi il est placé en bas ou inversement. Ouais. Bon, on va réfléchir là-dessus, alors. Hein. Pour moi, c'est tout réfléchir. Présent, comment expliquer ça de manière à ce que ça puisse être compris. C'est peut-être parce qu'il interfère. Quand tu vois que les saints, ils préfèrent, ou les prophètes préfèrent garder leur maladie, donc la maladie a un sens, d'accord? Donc le médecin, il vient là, il interfère. Tu vois, la volonté divine veut que l'on passe par telle maladie pour comprendre telle chose, peut-être. Donc le médecin interfère. Ouais. Donc peut-être c'est pour cela qu'il n'a pas une place... Mais c'est pas pour cela. Regarde le métier que c'est. Regarde ce que tu fais. Regarde quelle est l'action. Qu'est-ce que tu fais en tant que médecin ou par rapport à un sculpteur, un peintre, un musicien, un ébéniste, un charpentier. Regarde ce que tu fais. Tu peux resculpter, tu vois, quand le système, tu vois, je sais pas moi, les cellules se remettent à vivre en bonne santé et tout, c'est une manière de resculpter les choses dans le bon sens, quoi, tu vois, je sais pas. Dans le temps, les médecins étaient considérés comme des magiciens, mais un magicien, c'est pas une haute caste. Ouais. C'est des magiciens. En présence de nos jours, on parle pas, on peut même pas comparer parce que de nos jours, tu vois, on en est arrivé. Je parle des médecines traditionnelles, quand on parle d'Ayurveda, etc., c'est des magiciens. Dans le sens réel de ce que ça représente. Pour moi, c'est cette forme, c'est toutes ces thérapies holistiques et tout, pour moi, c'est quelque chose de noble. Contrairement à la médecine. Oui, c'est noble par rapport contrairement à la médecine qu'on veut nous faire avaler, d'accord. Mais j'entends dans l'ordre de la noblesse, c'est pas l'ordre le plus élevé. Ouais. Voilà. Bon, écoute. D'ailleurs, le médecin, le vrai médecin, c'est pas celui qui soigne, c'est celui qui empêche les autres d'être malades. Oui. Dans la Chine ancienne, un médecin touchait ses honoraires tant qu'il n'y avait pas de malade dans son arrondissement. À partir du moment où il y avait un malade, il cessait de toucher ses honoraires. Oui. Maintenir la santé. Voilà. Donc déjà, celui-là, tu vois, il est déjà... Voilà ce que c'était qu'un médecin. Ouais. Alors que maintenant, on te rend malade sciemment pour pouvoir venir avec des thérapies... des médicaments, te soigner. Puis si on ne te met pas des médicaments, on te file des palliatifs qui t'empêchent, qui t'enlèvent la douleur, ce qui est souvent agréable, hein, je te dis pas le contraire. Mais voilà, tu t'es bouffé un poison qui va te rendre encore plus gravement malade, puis tu dis merci docteur. Ouais. Voilà ce que c'est. Alors ce n'est pas pour dire que tous ces médecins sont des voyous, non. Je parle pas des individus, mais je parle du système. Oui, bien sûr. Voilà un peu le... Ouais, mais tu vois, un personnage comme Hahnemann, avec l'homéopathie, c'est quelqu'un qui a été très loin dans le monde spirituel, on va dire. Hein. Non, il est en accord avec quelque chose, avec sa vocation. Il avait donc la vocation d'être médecin. Et ensuite de ça, il a creusé suffisamment pour arriver à ça.
voilà, c'est clair ça. Mais ce sang en question, c'est connu depuis la nuit des temps dans les médecines chinoises ou ayurvédiques. Et puis voilà, on a été beaucoup plus loin encore. Tu comprends? Mais pourquoi alors, moi je vois dans le monde arabe, par exemple, les marabouts, ils sont vénérés. Les gens viennent de loin les voir pour se soigner, etc. Ils sont vénérés. Mais il n'est pas question de ne pas les vénérer ou de ne pas les remercier pour ce qu'ils ont fait. Ce que tu remercies, c'est Dieu, toujours. Alors quand tu as mal quelque part et que tu l'as pu, tu remercies Dieu en réalité. Ouais. Oui, bien sûr. Mais le médecin, qui est vraiment un médecin, il a compris ce que ça voulait dire. D'ailleurs, je te dis, quand la femme de Hahnemann lui disait « Toi qui as soigné les maux de l'humanité toute ta vie, pourquoi tu souffres à présent ?» Il lui a répondu « Pourquoi voudrais-tu que je ne souffre pas ?» Il avait compris. Ah, j'ai compris, parce qu'en fait, le médecin, c'est un entremetteur de la santé. Tu peux voir ça comme ça, pourquoi pas. Mais il faut te dire, voilà, le médecin traditionnel, comme j'ai dit, en Chine, ben, t'as vu, il maintient la santé publique, puis s'il la maintient pas, ben, c'est pas un bon médecin, c'est le mauvais médecin. Tandis que là, on fabrique des malades. Ça, c'est les bons médecins. Ouais. Tu comprends? Oui. Tout à fait. Non, s'il n'y a pas de commune mesure, tout simplement. Alors, dis-moi un petit peu, s'il te plaît, les métiers qui sont en haut de la caste. Ben, il y a les métiers qui consistent à, justement, comme dans le monde occidental, c'était les gens qui se donnaient à Dieu, comme les prêtres, les moines, voilà, ces gens-là. Mais c'est eux qui détenaient une autorité. Dans le temps, c'était l'autorité spirituelle. Ouais. Ils étaient au-dessus des rois. Le roi obéissait à cette autorité. Comme dans l'Inde, le kshatriya, qui est le guerrier, dont le roi fait partie de cette caste, il était soumis au brahman. Ouais, mais quand tu es médecin, tu obéis dans un contexte traditionnel, tu obéis aussi aux lois de Dieu. Et personne ne dit le contraire. Hein. Normalement. Ben oui, mais personne ne te dit le contraire, là. Le kshatriya, il est en dessus du médecin, mais il obéit toujours aussi au brahman. Oui, mais bon, excuse-moi d'insister, mais ça m'a toujours pas fait comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui détermine qu'il y en ait un qui soit au-dessus de l'autre? J'ai toujours pas compris. Au-dessus, c'est une question d'éloignement, de rapprochement du sang. C'est une question de... Ah, donc un médecin traditionnel, il est forcément pas si près du centre que ça? Ah ben, bien sûr que non. Par rapport, mais là, quand tu es au centre, tu es un saint. C'est un saint qui est au centre. Donc tu peux pas être un médecin saint. Ah ben oui, c'est possible ça. Parce que tu accomplis ta vocation de médecin dans telles conditions, avec tellement de zèle qui correspond à vouloir satisfaire la volonté de Dieu, que c'est ça qui va te mener à être une caste supérieure, on peut dire, ou à être hors caste dans le sens supérieur. Donc ça peut être un chemin pour aller à Dieu, le fait de guérir les gens. Et c'est toujours un chemin. Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'autre chose. Tout ce que tu fais. Oui, non, mais c'est le fait de dire qu'il est forcément en bas de la caste qui me dérangeait, parce que, en fait, il peut avoir déjà cheminé et être très près de Dieu, ce personne. Ce qui te dérange, c'est la notion que tu as de bas et haut dans l'ordre hiérarchique. Parce que c'est une notion qui correspond à ce monde d'aujourd'hui, qui est complètement arbitraire. Ouais. Oui, mais quand tu me parles d'un boucher qui est en bas de la caste, moi je comprends, il y a une cohérence, mais quand tu me parles d'un médecin, je comprends plus parce que je vois plus la cohérence, tu vois. Ah oui. Mais c'est bien ça, c'est bien l'histoire sentiment. Ah, peut-être, hein. Bien sûr. Peut-être. C'est d'ailleurs ça qui est un piège pour nous faire comprendre des choses, pour qu'on puisse comprendre, et qu'on est souvent harcelé par le sentiment, par la sensation,
depuis 2 siècles là, donc on est à côté. Tu vois. Oui, non, mais il y a bien une logique. C'est cette logique que je veux comprendre. Tu vois, là, c'est plus logique, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Je comprendrai peut-être plus tard. tu mettrais ça dans quel sens, alors, tous ces personnages? Ça serait quoi ton ordre à toi? Non, mais c'est pas à moi de définir l'ordre, quand même. Non, moi, je veux juste comprendre, c'est tout. Tu vois, tu me dis que c'est comme ça, j'accepte, mais je veux juste comprendre. Voilà, bon, c'est pas grave. Je te dis, si tu veux vraiment bien comprendre, il te faut pénétrer ça un peu comme il faut, à travers le monde traditionnel, pour voir ce que ça signifie, quoi. Mais est-ce que tu comprends que je ne comprends pas, au moins? Oh, bien sûr, je comprends bien. Bon, ben alors ça va. C'est ce qui se produit d'une façon générale. T'es donc pas une exception, hein. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est que jusqu'à maintenant, je comprenais, mais là, il y a un grain de sable dans le truc, là. J'arrive plus à comprendre d'un coup, mais ça viendra, hein, t'inquiète. Parce que jusqu'à présent, tu croyais avoir compris. Hein? Comment? Jusqu'à présent, tu croyais avoir compris. Je croyais avoir compris, bah tu vois, du coup, bah j'ai finalement... Ouais, ça nous casse la baraque. Du coup, je m'aperçois que j'ai finalement rien compris au film. C'est souvent comme ça, tu sais. On en a beaucoup des paliers de cet ordre. C'est pour ça que de rabâcher, de redire les choses, c'est pas... ça sert à quelque chose, finalement, parce que... C'est ça, mais justement les hommes, métiers, ou la vie, la vie sociale, ou tout ce qui tourne là autour, c'est une répétition constante. Ouais. Oui, d'autant plus que ce qu'on entend hier, on l'entend pas avec les mêmes oreilles le lendemain, 3 jours après. Même si c'est quelque chose de beau, puis qu'on a de bonnes oreilles, eh ben ça va bien de l'entendre 2 fois la même chose. Oui, bien sûr. On entend tellement de bêtises à longueur de journée, ressasser continuellement des leitmotifs à n'en plus finir, que si on peut contrebalancer avec des choses qui en valent la peine, allons-y, hein. Actuellement, c'est difficile parce qu'il y a tellement, on baigne tellement dans de l'eau boueuse que c'est difficile d'avoir de l'eau claire, hein. Tu vois. Mais quand même, la nature nous montre quand même encore pas mal de choses. Puis si on se donne la peine de réfléchir un peu, de se concentrer sur certaines choses, on s'aperçoit quand même qu'il y a des dimensions qui nous échappent. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas vigilant, voilà. Et c'est ce qui fait que l'homme actuel a du mal à supporter la vérité, quoi. Ça l'agresse. Il n'a plus d'effet en plus de ça. Il n'a souvent plus d'effet. Et le mensonge plus de méfait. Oui, puis ça le gêne, parce que la vérité est devenue une empêcheuse de tourner en rond, d'une certaine manière. La vérité, ça va à l'encontre de tout ce que le conditionnement dans lequel on a pu te mettre. Ben oui, c'est tout un château. Non, ça va pas. Tout un château de cartes qui s'écroule, quoi. Ah ben oui, là, c'est sûr. Tu vois, il faut déjà que ce soit beau. La vérité, qu'est-ce qui sort de là? Il y a toujours de la beauté. Alors, quand tu vois les colombins qui se promènent à présent, dans les œuvres d'art et tout, au secours. Franchement, je sais pas. Tu vois, moi, il y a longtemps que je suis dépassé. Pourtant, je suis pas, tu vois. Il y a des gens qui sont largement beaucoup plus fins et finaux que moi, hein. Il faut vraiment que le discernement ait été perverti pour que l'on trouve ces horreurs belles, comme c'est le cas aujourd'hui, quoi. Et plus c'est moche, plus c'est cher. Donc ça c'est aussi un signe, hein. Ah ouais, ça c'est sûr. Tu vois les constructions, tu vois l'architecture. Non mais franchement. Les tableaux. Tu vois un Picasso, le prix que ça vaut. Voilà, et puis pour Picasso, il avait certainement des dons de peintre pour faire quelque chose de fait juste, certainement. Je ne dis pas le contraire, il a pris la peint toutes ces guignoleries, là. Et puis il a plus rempli d'amateurs, ça coûte des fortunes. Mais franchement parler,
C'est le signe, c'est vraiment les signes de notre époque. Ah ouais, mais vraiment. On parle faire des choses comme ça et de faire sciemment et puis que des gens qui se prosternent là-devant, je veux dire, c'est grave. Voilà. Ouais, c'est grave. C'est grave. Ok, bah écoute, on va en rester là pour aujourd'hui. Oui, on aura le temps d'en recommencer. Puis de toute manière, les casses, on n'a pas fini d'en parler encore. Non, parce que je te dis, c'est vraiment intéressant dans le sens qu'actuellement, comment tout le monde cherche à savoir ce qu'il voudrait faire, ce qu'il pourrait faire, ce qu'il ne pourrait pas faire. On est mal pris parce qu'on est coincé par le système industriel qui fait que tu cherches un boulot, tu cherches pas un métier, tu cherches un boulot. Alors, qu'est-ce qui marche en ce moment? Ah ben, il faudrait faire ça parce qu'il y a de la demande. Alors bon, on va vite faire ça, on fait un apprentissage là. Il y a de la demande. On vient vers les études, dans les écoles, c'est comme ça qu'ils font les sondages pour savoir qui va faire quoi et comment. Ils poussent les gens dans telle direction. Ah oui. Et là, parce qu'il y a de la demande dans l'industrie. Ouais, c'est ça. Et là, dans l'industrie, c'est pas des métiers. On voit qui mène la danse. Exactement. Bon, ok. À très bientôt, amis suisses. À bientôt. Allez, ciao. Ciao.